Je vais pas spoiler. Vous inquiétez pas, je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous dire quand même le synopsis de chaque épisode, sans vous dire ce qui va se passer à la fin, etc. L'épisode 3, donc, qui s'appelle Hôtel Rêverie. Voilà, c'est celui qui est en noir et blanc, là, quand vous voyez les images passer. Alors, le concept, c'est déjà chaque épisode a quand même un thème assez fort qui est le reflet de notre actualité et de notre société, hein, comme ça a toujours été le cas avec Black Mirror. C'est vrai que dans cette saison, l'IA a une très très grosse part dans chaque épisode. Et là, on va être un peu... Il y a un double thème pour moi dans cet épisode-là. C'est le thème, je sais pas si vous avez déjà vu passer cette actualité qui est réelle, hein, pour le coup. C'est qu'il y a des chercheurs qui, avec l'IA, veulent créer une espèce d'IA des défunts. C'est-à-dire que tu perds quelqu'un et grâce à l'IA, en reprenant plusieurs éléments, des vidéos, etc., tu pourrais converser avec des gens que tu perds. Et ça, c'est pas Black Mirror, hein, c'est vraiment réel. Hein. Voilà, et donc il y a un autre épisode qui va traiter de ça, mais celui-là le traite un petit peu. Et il va traiter aussi de la place de l'IA dans le cinéma. C'est-à-dire que récemment, on a vu que le doubleur de Sylvester Stallone, il y a déjà eu des tests pour reconstituer sa voix en IA, pour pouvoir réutiliser sa voix dans le doublage des prochains films avec Sylvester Stallone. C'est assez glaçant, je trouve, hein. Et donc là, Hôtel Rêverie, le concept, c'est une start-up dans le monde du cinéma qui propose de remettre au goût du jour des classiques de l'époque, donc des films en noir et blanc, etc., des grands classiques, en recastant certains personnages avec des acteurs connus de notre époque. Et donc c'est très drôle, ça. Au début ils évoquent par exemple les Ryan, donc Ryan Gosling, Ryan Reynolds, etc. Et donc c'est voilà une boîte cinéma qui est un peu dans une situation compliquée en termes de finances actuellement, parce que c'est un vieux studio cinéma, donc qui vit principalement sur le patrimoine des vieux films des années 50 et années 40. Et donc il y a cette start-up là qui vont l'approcher, qui vont leur dire: est-ce que ça vous dit qu'on refasse une ressortie de Hôtel Rêverie, qui est leur grand classique, leur Casablanca à peu près, quoi, mais en castant quelqu'un d'autre dans le rôle principal. Et alors comment ça fonctionne? L'acteur ou l'actrice dans ce cas-là, donc qui est l'actrice Black qu'on voit là quand vous voyez les images en noir et blanc, va être équipée d'une espèce de puce sur sa tête, et l'intégralité des personnages du film vont être reconstitués en IA. C'est-à-dire qu'ils vont reconstituer tout l'univers du film en 3D, en IA, quoi, donc les décors, etc. Et les personnages du film vont être acquis d'une espèce de conscience, etc. Et le but, c'est qu'en fait, il faut du coup que l'actrice qui remplace le rôle du personnage principal, qui était d'ailleurs un homme dans le film d'origine, doit revivre comme une pièce de théâtre en temps réel tout le film, en disant exactement les mêmes répliques, en faisant les mêmes actions, etc. Si elle ne le fait pas, il va avoir ce qu'ils appellent une désynchronisation au niveau du scénario et au niveau des personnages. C'est-à-dire que forcément, si à un moment, l'actrice qui doit refaire le film intégralement, donc le personnage du film qu'elle incarne, fait une action qui crée un plot twist, un plot hole plutôt, un trou scénaristique dans le film, et ben les personnages vont réagir d'une autre façon, etc. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est Black Mirror, donc vous imaginez bien que ça va mal tourner. C'est je crois que c'est l'épisode le plus long avec le dernier. Il dure 1h20. Et ouais, pour moi, ça traite vraiment de ça, quoi, parce qu'en fait, les acteurs qui sont dans ce film-là sont décédés. Et donc, ça traite de ce truc-là un peu moral, c'est-à-dire que jusqu'où peut aller l'IA? Est-ce que les personnages en IA peuvent avoir leur propre conscience?
et comment ça se passe quand ce personnage-là était incarné par un acteur qui maintenant est décédé. Mais c'est aussi, je pense, l'épisode le plus touchant en termes d'émotion, de relationnel. Et non, franchement, je l'ai beaucoup aimé. En termes de réalisation, c'est très très chouette aussi de retrouver toute cette esthétique années 40, années 50 dans cette partie cinéma là. Et ouais, et puis c'est aussi une espèce de lettre d'amour au cinéma. Je trouve que c'est très très bien. T'as vraiment l'actrice du coup qui va remplacer le personnage principal est vraiment fan du film. Elle est fan du personnage féminin et donc de l'actrice qui le jouait. Et voilà, j'en dis pas plus. Et dedans il y a Awkwafina que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette actrice. Si vous avez vu les nouveaux Jumanji, elle joue dans le 2. Qui est une actrice qui vient principalement, c'était une comédienne qui a buzzé sur YouTube, et je crois qu'elle a apparu aussi au SNL. C'est elle qui joue la réalisatrice et donc de cette espèce de start-up quoi. Ça joue aussi, enfin oui, ça évoque aussi un peu le thème vous savez, maintenant tu peux remplacer les décors et un plateau de tournage par les espèces de murs de LED là, comme The Mandalorian avait été tourné. Coucou Julie. Comment ça va Julie Witchy? Ah, ça fait plaisir. J'ai commencé ce live, j'étais tout seul. Je parlais dans le vide, mais j'ai tenu le truc, y a pas de souci. Ça va Julie? On est en train de parler, là je parlais de Hôtel Rêverie, l'épisode 3 de Black Mirror. Est-ce que tu l'as vu toi la saison 7 du coup? Et juste oui, j'ai vu, tu m'as dit, est-ce que j'ai aimé l'album de Vald, donc du coup Pandemonium? Oui, bah elle est tonitruante à ton entrée. Oui, je disais qu'en fait j'ai eu du mal à rentrer dedans à la première écoute, mais je crois comme beaucoup. Parce que c'est un album qui est, je trouve, un peu compliqué à approcher quoi au départ, mais plus tu l'écoutes, plus tu l'apprécies. Et j'expliquais un peu moi comment j'ai connu et comment j'ai découvert Vald. C'est surtout par le biais de Eurotrap qu'il avait sorti à l'époque. Tu sais, c'était tout sur fond vert, et moi j'avais fait une version et il m'avait évoqué en interview. Voilà, si jamais tu veux voir, tu tapes Vald Eurotrap chez Kiprod, SHAKYPROD, mais si tu mets Eurotrap, je crois que c'est le deuxième lien de toute façon. Et donc c'est ma version, et donc je suis très fier qu'il m'ait évoqué en interview. Voilà, j'ai fait partie des clips sélectionnés. Tu l'as pas encore vu, voilà. Donc écoute, là je parlais du coup du troisième épisode, donc qui est quand même. Juste, de toute façon, je vais revenir sur la série parce qu'on a encore 5 épisodes à traiter sur la roue, donc il y a de fortes chances qu'on tombe dessus. Moi, je l'ai beaucoup aimé cette saison. Après, c'est vrai que pour moi, il y a un épisode qui est vraiment au-dessus des autres. Et ensuite, des épisodes qui sont sympas, d'autres qui sont bons. Et je trouve que celui-là fait partie des bons, Hôtel Rêverie. Pour son ambiance, pour l'émotion qui en ressort. Après, en termes de thème un peu coup de poing, comme tu peux beaucoup avoir dans d'autres épisodes et dans d'autres saisons Black Mirror, pour moi c'est pas le plus impactant. Voilà, tu passes un bon moment. Il y a ce voyage et cette lettre d'amour au cinéma et au cinéma de l'époque. Il y a quand même cette question de l'IA qui est traitée, du fait est-ce qu'on peut remplacer les acteurs, etc., qui est très intéressante. Le fait de est-ce que des personnages en IA peuvent développer une propre, développer leurs pensées, leurs propres émotions, etc., qui est plutôt intéressante. C'est pas non plus l'épisode le plus coup de poing de la saison, mais il est très très bien. Et c'est même, je trouve, une espèce dans son rythme et une espèce de respiration dans la saison, quoi. Il est plus posé, il prend plus son temps comme un vieux film en noir et blanc, quoi. Allez, on tourne la roue, et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez venir participer
Et mais les avis mitigés, Julie, c'est un peu comme toutes les saisons de Black Mirror. Hein. Moi, je trouve que à partir de la saison 4, c'est soit les gens ils disent ah non c'est de la merde maintenant, soit ils aiment bien. Enfin, ils aiment beaucoup. Je pense que le problème de Black Mirror, c'est qu'en fait, pour moi, les 3 premières saisons sont excellentes. Et elles sont tellement fortes. Et aussi, elles sont, comment dire, plus sombres et plus sérieuses et plus jusqu'au boutiste dans les thèmes qu'elles approchent. Que depuis... Parce que c'est toujours le même créateur, c'est toujours le même scénariste, c'est toujours le même réalisateur. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, je peux pas dire c'est pas la même personne, donc c'est moins bien. C'est juste que je pense qu'il s'est un peu plus ouvert à faire d'autres choses et à avoir un ton... toujours cinglant, mais un peu plus léger des fois et un peu plus humoristique. Pour moi, il y a toujours eu une espèce de second degré dans Black Mirror, mais c'était beaucoup moins appuyé dans les premières saisons. Et en fait, je trouve pas qu'il y a de mauvais épisodes et qu'il y a de mauvaises saisons de Black Mirror. C'est juste qu'il faut accepter qui veuille sortir un peu de la noirceur pure et dure de la saison 1, hein, par exemple. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a des épisodes dans chaque saison qui sont plus ou moins percutants. Voilà. Mais en fait, comme toute série aussi d'anthologie, hein, que ce soit la 4ème dimension, au-delà du réel, etc. T'as des épisodes qui sont moins impactants d'autres, des épisodes qui vont être plus légers, qui vont être plus centrés sur l'émotion, sur les relations humaines, etc. Et qui vont être moins sur du choc et sur te faire vraiment te poser des questions sur ta vie, etc. Et moi je trouve que c'est très bien aussi. Allez, on tourne. Oxenfree 2, ok, trop bien. Alors attendez, je vais l'enlever tout de suite. Et on va enlever Hôtel Rêverie. Voilà, hop, tout ce qu'on a déjà fait. Alors, Oxenfree 2, donc là ça va être le jeu vidéo pour le coup de ce soir. Oxenfree. Alors, qui a déjà joué au premier Oxenfree ? Je sais que c'est le cas de... Vox. Alors Oxenfree et Oxenfree 2, Lost Signals, qui sont tous les deux des jeux Netflix maintenant. Le studio a été racheté par Netflix. Et alors c'est très drôle, ça fait vraiment une bonne transition. Alors c'est pareil, je vais pas spoil hein, Oxenfree 2. Ni Oxenfree 1, je vais rester assez vague. Alors voilà, Night School Studio, qui maintenant appartient à Netflix, et vous allez voir qu'on traitera d'un autre épisode de Black Mirror. Et bah ils ont, c'est un épisode qui traite justement d'un jeu vidéo, et donc ils ont sorti ce jeu vidéo qui est dans un épisode de Black Mirror, qui est disponible via votre abonnement de Netflix. Alors je sais pas si vous le saviez, mais avec votre abonnement Netflix, vous avez tout un catalogue de jeux vidéo qui sont compris dedans, auxquels vous pouvez jouer directement sur votre télé, en utilisant votre smartphone comme manette, ou que vous pouvez télécharger directement sur votre smartphone. C'est compris dans l'abonnement, ils sont gratuits. Et dedans, il y a Oxenfree, premier du nom, qui est juste une pépite. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Ça a été une excellente découverte. Si vous aimez les jeux narratifs, un peu à la Life is Strange, etc., vous allez adorer Oxenfree. Il y a aussi une ambiance un petit peu Stranger Things en vrai. Avant de parler d'Oxenfree 2, très rapidement, je vais parler d'Oxenfree 1. Oxenfree 1, c'est un groupe d'adolescents qui vont sur une île en mode pour explorer parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient sur cette île, et ça démarre vraiment comme une espèce de teen movie de ce groupe d'ados qui vont faire un feu de camp, qui vont explorer l'île, jusqu'à ce qu'il se passe des choses un peu bizarres. T'as toute une mécanique avec une radio qui te permet de capter des fréquences, etc. C'est un jeu, et c'est le cas aussi du 2, qui est très bavard, qui n'est pas doublé en français, donc c'est important de le dire. Par contre, évidemment, t'as les sous-titres en français, sinon c'est en anglais. Alors c'est très bavard, mais par contre, l'acting dedans est exceptionnel. Vraiment, les doublages sont excellents. L'écriture de chaque personnage est géniale. Et donc c'est un jeu à choix multiples avec plusieurs fins. Selon tes choix, c'est vraiment des choix dans les dialogues, etc., qui sont importants pour débloquer les fins. Et il y a
Gros aspect fantastique qui est très très bien distillé pendant l'intégralité du jeu. Et moi, ça a vraiment été une claque quand j'y ai joué. L'aspect fantastique, je l'ai trouvé excellent. Il y a un délire aussi, si vous avez déjà vu le film Triangle. Il y a ce délire-là qui est très cool. Voilà, j'en dis pas trop plus. Et c'est un des jeux dont le New Game Plus est exceptionnel, vraiment. C'est un jeu, quand vous le terminez, peu importe la fin que vous avez vraiment tout de suite envie de relancer le jeu. Et le New Game Plus est pensé pour ça. Voilà, c'est très compliqué de pas vous donner plus envie sans que je vous spoil, parce que c'est vraiment un jeu, moi je vous conseille de le faire pour le découvrir. Donc, tous ces éléments étant dit, évidemment, quand ils ont annoncé Oxenfree 2, j'avais très envie de le faire. Après, je suis passé à côté lors de la sortie, mais je l'ai vu récemment, il y a 2-3 mois, en méga promo sur Switch 2. Sur Switch 1, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'avais déjà la Switch 2 à l'époque. Non, sur Nintendo Switch, où j'avais déjà fait le premier Oxenfree d'ailleurs. Je crois qu'il était à 2 ou 3 euros. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et malheureusement, c'est une déception. Alors, est-ce que c'est un mauvais jeu, Oxenfree 2 Lost Signals? Non. C'est un bon jeu. Vraiment, c'est un bon jeu. Et c'est pas une bonne suite. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de Life is Strange. Dans le délire fantastique et jeu narratif à choix multiples, avec des choix qui impactent. Je revite fait, je fais cuire mon miam miam. Y a pas de souci, Cass, tu nous diras ce que t'as mangé. C'est qu'en fait, Life is Strange, ils ont eu la bonne idée quand ils ont fait Life is Strange 2 de garder la même vibe, mais de partir sur une histoire différente et sur des personnages différents. Là où, certes, dans Oxenfree 2, on dirige des personnages différents, j'ai trouvé qu'il n'y a plus, malheureusement, la magie de la découverte du 1, et qu'il y a beaucoup de redites en vrai sur ce qu'amenait le premier épisode. Tu vas aussi retrouver des personnages du 1 dedans. Voilà, donc en fait la partie fantastique, etc., en termes d'idées de mise en scène et tout, c'est toujours très cool. Mais le jeu il perd énormément de son impact sur le fait que tu n'as plus du tout la surprise, l'élément de surprise. Ce qui fait que quand les éléments fantastiques arrivent, pour moi ça n'a pas marché sur moi en fait. J'ai eu, soit je m'y attendais, soit j'étais en mode ah oui c'est cool, ok, ils ont peut-être fait ça en plus du premier, mais j'ai pas eu l'effet wow du premier. Cela étant dit, la force du premier, c'est-à-dire les dialogues, les personnages très bien écrits, l'acting, des doublages, tout ça, il n'y a rien à redire. C'est toujours le cas. Le gros problème autre que j'ai avec ce jeu, c'est que déjà, on passe d'un groupe d'adolescents de 5, je crois, 5 ou 6 personnages, à plus que 2, en fait. Enfin, non, il y a plus de personnages dans Oxenfree 2, mais tu vas passer vraiment 80% du temps avec uniquement 2 personnages, donc le personnage que tu diriges et un homme qui est ton collègue en fait de travail là-dessus. Parce que le pitch du jeu, c'est que tu as été appelé sur une île qui est adjacente à celle du premier. Pour en fait, alors si je dis plus de conneries, je crois que c'est faire des recherches sur des oiseaux, etc. Donc rien à voir avec du fantastique. Et pour le coup là, le jeu démarre direct sur du fantastique. Et donc tu vas te retrouver au milieu d'une intrigue fantastique avec une espèce de groupe d'enfants qui appartiennent à une secte et qui essayent de ouvrir un portail vers quelque chose. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc tu vas te retrouver avec le personnage masculin qui s'appelle Jonah, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment que je l'ai fini maintenant, donc faut juste que je m'en rappelle. Et donc la relation entre les deux est très intéressante, mais je trouve que leur histoire est moins marquante que dans le premier. En fait, là où je dis que c'est pas une bonne suite, c'est que c'est malheureusement tous les éléments du premier sont au rendez-vous, l'ADN est là, l'ambiance est là, mais tout est moins bien. Et c'est franchement dommage. C'est franchement dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de mieux avec cette suite. Et je pense que j'aurais préféré effectivement ce que Dontnod a fait avec Life is Strange, c'est-à-dire faire un Oxenfree 2
pas forcément lié directement au premier, quoi. Où tu gardes la même vibe, mais tu pars sur une autre histoire avec un autre aspect fantastique différent du premier. Tu peux garder la mécanique de la radio, qui sert à ouvrir des failles, etc. Il y a rentrer en communication avec certaines entités. Mais j'aurais aimé vraiment qu'ils partent sur quelque chose de totalement différent. Donc voilà, c'est mon avis sur Oxenfree 2. Tout ça déjà pour vous conseiller fortement. En plus, si vous avez Netflix, c'est gratuit. Il est sur téléphone, donc très facile d'accès. Je vous conseille de faire Oxenfree premier du nom, qui pour le coup est un excellent jeu. Si vous appréciez Oxenfree 1, libre à vous de faire le 2. Juste voilà, soyez au courant que vous attendez pas à quelque chose d'aussi bien que le premier. Et aussi, je trouve qu'il y a un petit problème de rythme. C'est vrai qu'il y a des moments où on se fait un peu chier. Voilà. La fin elle est quand même très bien. Ça reste un très bon jeu qui est moins bien que son prédécesseur. Voilà pour Oxenfree 2. Jouez à Oxenfree pour le coup. Allez, on tourne la roue. Ah bah voilà, j'ai pas envie Pandemonium. Et ben on va parler tout simplement du meilleur épisode, le tout premier épisode de la saison 7 de Black Mirror. Trop bien, allez je l'enlève. Et je vais aussi enlever Pandemonium. Ah oui d'accord, j'ai fait une connerie, ok. Hop, et Oxenfree 2, on l'a enlevé. Ok, trop bien. Alors, hop, on va se remettre le trailer de la saison 7. Est-ce que tu penses jouer à Expédition 33 ? Alors, il paraît que c'est excellent. Et je sais pas grand-chose sur le jeu, si ce n'est que c'est quand même... je sais que c'est un jeu français, Cocorico. Et que c'est très inspiré du JRPG en mode Final Fantasy, etc. Et il paraît que c'est excellent, mais je n'ai rien vu dessus, en fait. Je me suis rien spoil, et oui, je pense que j'y jouerai. Clairement pas tout de suite, parce que la priorité, ça va être la Nintendo Switch 2 à partir du 5 juin. Dans 12 jours, les gens. Ça y est, je l'ai réservée d'ailleurs, hein. Elle est réservée à Carrefour. J'ai précommandé Mario Kart World et un autre jeu surprise que je vous dirai une semaine avant. On y jouera, de toute façon, on jouera aux deux jeux en espérant que je les reçois le 5 juin. Donc je les ai précommandés sur Cdiscount pour pouvoir les payer en 4 fois. Pour un peu soulager l'achat, voilà quoi. Je l'ai vu chez un ami, le jeu est magnifique, il paraît. Donc oui, peut-être qu'on y jouera. Écoute, il y a de fortes chances que ça sorte sur Nintendo Switch 2, donc pourquoi pas y jouer sur Nintendo Switch 2, on verra. C'est le meilleur hommage au JRPG, Clair Obscur et une écriture de fou. Ouais, non mais il paraît que c'est excellent. Donc en fait, je suis très curieux quand même d'y jouer, mais ça sera clairement pas tout de suite, les gens. Alors, maintenant on va parler du tout premier épisode de la saison 7 de Black Mirror, qui est de loin le meilleur de toute la saison. Tout à l'heure, je vous disais que voilà, depuis la saison 4, c'était un peu critiqué parce que y a des épisodes qui sont un peu plus légers, qui vont être un peu plus même humoristiques, comme c'est le cas de... mince, on va en parler tout à l'heure, en plus je suis con, attends. USS... Attends, je l'ai noté. USS Callister dans la saison, je sais plus quelle saison. 4 5, je sais plus, bref. Qui est un peu une espèce de... alors toujours avec des thèmes, hein, voilà, assez forts, mais qui est une espèce d'hommage à Star Trek, dont il y a une suite d'ailleurs, c'est le dernier épisode de la saison 7. Mais alors, le premier épisode de la saison 7 de Black Mirror, qui s'appelle, je crois, Des gens normaux. Attends, hop, je vais juste checker ça. Est-ce que je l'ai marqué? Ah, mais je l'ai effacé. Ouais, bon, je sais plus. Je crois que c'est ça, des gens normaux ou des gens simples, je sais plus, un truc comme ça. Alors, je vais vous faire le topo et après je vous dis les thèmes abordés qui sont super intéressants et on est en plein dedans. Moi, c'est l'épisode qui m'a mis une baffe, vraiment. Hein, j'étais pas bien quand ça s'est terminé. Alors, ça commence, c'est vraiment un couple de gens complètement normaux d'un milieu social plutôt moyen, enfin normal quoi. Où lui il bosse à l'usine, il est ferrailleur et elle est maîtresse d'école. Et donc je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, mais je vous dis vraiment le début pour vous mettre dedans quoi.
Et donc, tous les ans, pour leur anniversaire de mariage, ils retournent dans un hôtel. C'est un boui-boui le truc, quoi. Où t'as une espèce de resto-bar un peu kitsch, où il y a de la country. Et ils ont leur chambre attitrée. Et ça, c'est vraiment le truc qu'ils font tous les ans pour leur anniversaire de mariage. Donc voilà, ça vous montre un peu le niveau social. Et ils sont heureux, hein. C'est des gens qui sont heureux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme vous et moi, ils sont pas bourges ou quoi que ce soit. Et donc dès le début, leur anniversaire de mariage, tu vois que la femme, elle se plaint de maux de tête, quoi. Bah voilà, on a vu des images, elle se plaint de maux de tête. Et un jour, juste après, quoi, quelques jours après l'anniversaire de mariage, elle est en classe et elle fait un malaise et elle tombe directement, elle tombe dans les pommes, elle se retrouve à l'hosto. Et là, le mari est appelé d'urgence du boulot, il va à l'hosto et à l'hôpital, le médecin, la médecin lui annonce, voilà, c'est elle, la prof, lui annonce qu'elle a une espèce de tumeur, voilà, un truc très grave sur une partie de son cerveau. Et que ils peuvent rien faire, quoi. Sauf, il y a potentiellement une solution. C'est que l'hôpital a été approché récemment par une start-up. Cette start-up, qu'est-ce qu'elle propose ? C'est de prendre la partie du cerveau qui est endommagée par la tumeur ou par une maladie ou quoi que ce soit, de mettre à la place une version de synthèse de cette partie endommagée du cerveau. Et en fait, avant de faire ça, ils font une copie de tout ce que cette partie du cerveau gère. Et ensuite, ils la streament. Ils la streament avec des antennes, etc. Directement à la partie de synthèse. Et donc le mec, le mari qui veut absolument sauver sa femme, il dit ok, mais nous on n'a pas beaucoup de thunes. Combien ça... Enfin, je sais pas si... J'ai pas les sous pour faire une opération aussi grave, quoi. Enfin, aussi avancée. Et donc, la personne de la start-up va lui dire, l'opération, elle est offerte. Et le prix, vraiment, n'est pas cher. C'est un abonnement mensuel. Et ça, c'est très drôle. Parce que là, vous voyez le premier thème, en fait, s'approcher. C'est que c'est une espèce de satire des plateformes de streaming, comme Netflix, etc. Donc, elle lui dit, c'est un abonnement mensuel de $300 tous les mois. Pour l'instant, on est une start-up, on commence. Donc, vous allez avoir une zone où on est équipé en antenne, etc., que vous ne pouvez pas dépasser. Parce que si vous dépassez cette zone, on peut plus streamer les informations au cerveau de votre femme. Et donc elle risque de tomber dans les pommes et de perdre ses capacités, quoi. Et donc bon bref, la femme se réveille, etc. Elle lui explique et elle dit mais on n'a pas les moyens 300, donc lui il va faire des heures sup, etc. Nanana. Et je vais aller jusque là, après j'arrête, je vous dis rien d'autre, mais c'est qu'il y a un moment, et je trouve ça génial, c'est qu'il y a un moment, un peu comme dans Truman Show, mais sans qu'elle en soit consciente, au milieu d'une conversation, elle va commencer à dire des pubs. C'est-à-dire que son mari, je dis n'importe quoi, hein, mais il dit ah mince, il n'y a plus de lait, et d'un seul coup elle dit pour le meilleur lait, achetez le lait machin, nanana, en ce moment en promotion, etc. Et quand il lui dit ah, t'as dit quoi, chérie? Elle fait hein, quoi? Bah rien. Et il dit mais si, tu m'as dit le lait machin. Elle n'en avait pas consciente. Et donc là, ils vont se rendre compte que maintenant, $300 par mois, c'est devenu la version avec pub. Et donc du coup, qu'ils peuvent diffuser des pubs avec eux. Et donc en vrai, c'était vraiment cette satire de Netflix ou de n'importe quelle autre plateforme de streaming. Et j'ai trouvé ça génial. Mais c'est pas le seul thème qui est évoqué dans cet épisode, et c'est pour ça que je l'ai trouvé très riche et ultra juste dans ce qu'il évoque. C'est que parallèlement, et ça c'est vraiment au tout début de l'épisode aussi, au travail du mari, donc il travaille dans une espèce de ferraillerie machin, t'as un jeune qui regarde toujours sur son smartphone pendant la pause un truc qui s'appelle les débilos, je sais plus en VO c'est Dummies quelque chose. En gros c'est des gens qui streament comme moi. Avec des sub-goals, etc., des dono-goals. Sauf que c'est genre, à $500, je bois ma pisse. À $1000, je m'arrache une dent et je l'avale. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fort parce que, malheureusement, alors pas à ce stade-là, Dieu merci, pour l'instant,
Mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des lives TikTok où c'est empêchez-moi de dormir, où t'as un gars qui est dans une salle, qui stream 24 heures, qui est dans son lit, et quand tu fais des dons, ça lui fait genre des bruits de klaxon dans la gueule, ça le tape avec des trucs, c'est ça. Les gens payent pour torturer des gens, en fait. Ça existe déjà, on y est déjà. Et donc, cet épisode, il traite de ça. Contre des dons à la con, oui, ouais, non, mais c'est ça. Et putain, ça m'a un peu brassé, ça, tu vois. Donc oui, parce que bon, bah... Hein, je vous dis pas, mais si vous faites le calcul, ils sont dans le besoin. Le truc pour sauver sa femme coûte cher. Bref, je vous en dis pas plus. Normalement, vous avez réussi à... Voilà, c'est un épisode, du coup, la fin, elle est terrible. C'est vraiment un épisode de Black Mirror pur et dur à l'ancienne. Qui est... ouais, c'est celui-là, là. Qui est vraiment... qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Même si on garde un côté un petit peu sarcastique avec un humour vraiment très cinglant, mais ouais, non, c'est vraiment celui qui m'a le plus brassé de la saison. Je ne peux que vous le conseiller, vraiment, il est très très bon. Il est vraiment excellent. Et alors l'acteur qui joue le mari, je sais que je l'ai vu dans plein d'autres trucs, mais j'arrive pas à resituer. C'est tout simplement mon préféré de la saison. Voilà. Voilà du coup pour le premier épisode de Black Mirror. Ouais, non, franchement, fonce, hein, Julie. Hein. Mais en général, moi, de toute façon, j'ai beaucoup aimé la saison. De toute façon, après, moi, je suis quand même bon client de chaque saison de Black Mirror. Là-dessus, y a pas trop de soucis, quoi. Allez, on se tourne la roue. Et je rappelle qu'à tout moment, si vous le souhaitez, en audio ou en vidéo, vous pouvez rejoindre ce live pour nous parler de votre dernier coup de cœur ou coup de gueule. Ça peut être cinéma, série, jeux vidéo, musique, livre, tout ce qui est attrait à la pop culture. Allez, c'est parti, on tourne la roue. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de Black Mirror. Hein. Allez, on est sur l'épisode 5, Eulogie de Black Mirror. Bah écoutez, on va garder... on va garder le trailer du coup. Alors, Eulogie, c'est l'épisode 5. Alors, tout à l'heure, je vous parlais... Oui, bah, c'est celui-là. Comment il s'appelle cet acteur? Pareil, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans plein de seconds rôles au cinéma, etc. C'est clairement le concept dont je vous ai... Alors, pas forcément totalement ça, mais pour moi, ça évoque le concept du deuil à l'ère de l'IA et de ce qu'on a déjà vu passer dans notre monde à nous, c'est réel. Qu'il y a des recherches qui sont faites, et je crois que ça existe déjà en Chine, où tu peux discuter avec un proche qui est décédé à travers l'IA. Moi, je trouve ça glaçant. C'est-à-dire qu'un membre de votre famille décède, et vous pouvez, grâce à des vidéos que vous avez de lui, des échanges de textes, etc., avoir une IA qui va reprendre un peu ses traits de personnalité, etc. Et vous allez pouvoir parler avec lui après la mort. Alors c'est pas exactement ça. Le concept de l'épisode, c'est du coup un homme d'une soixantaine d'années, on va dire, qui est contacté au téléphone par une société qui s'appelle Eulogie, du coup, pour lui dire oui bonjour, on vous appelle parce que je sais plus le nom, mais machin truc, donc une femme qu'il a connue à l'époque est décédée. L'enterrement se fera à Londres dans une semaine, et lui il dit bah ouais, Londres par contre je peux pas du tout y aller. Et donc la personne au téléphone lui dit non mais c'est pas du tout pour ça qu'on vous appelle, c'est que voilà, la famille a choisi Eulogie, qui est une commémoration. Will Poulter, merci, excellent, merci. Qui est une commémoration immersive. Et alors quelques jours après, il reçoit un kit où c'est pareil, tu mets un petit patch sur ta tempe comme ça. Et là, t'as une femme qui lui parle avec une voix IA, etc. Enfin, c'est une IA, quoi, a priori. Le but, ça va être d'aller dans ses souvenirs
pour reconstituer des moments chouettes qu'il a vécu avec cette femme, donc qui est une ex, hein, pour le coup, voilà. Bon, ça on le comprend dès le début de l'épisode, c'est pas un spoil. Et là, en fait, l'IA voilà, qui est plugué se rend compte qu'il n'a plus de souvenir de cette personne. Et donc, tout l'épisode, c'est lui qui va, à travers des anciennes photos qu'il a, etc., reconstituer tout ce qu'il a vécu avec cette personne. Ce qui est assez génial dans cet épisode, qui est vraiment un épisode au-delà donc du thème de l'IA, etc., qui va vraiment être un épisode assez juste, assez simple en vrai, dans le thème qu'il aborde, qui est le thème du deuil et le thème du remords, en fait. Des remords que tu peux avoir une fois que tu perds une personne et que tu replonges un peu dans le passé. Et aussi le fait de te rendre compte que il y a toujours deux versions d'une histoire. Et que des choses que peut-être tu peux reprocher à une personne, et quand tu te mets un peu à la place de cette personne-là, tu peux le voir différemment. Et j'ai trouvé que il est vraiment beau comme épisode. Et comme je le dis, c'est autour de tout cet emballage très Black Mirror qui traite de l'IA, etc., le sujet en lui-même est très beau. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. En termes de mise en scène, c'est plutôt intéressant parce qu'il rentre en fait dans les photos. Donc t'as vraiment ce côté où tout le monde est inanimé. T'as cet effet assez sympa d'une photo qui devient un vrai décor 3D, mais où tout est figé. Visuellement, il est très intéressant, il est très joli. Bon, après, c'est à peu près le cas de tous les épisodes, mais c'est vrai que lui, il a un truc comme ça qui se démarque un peu. Ça me fait penser un petit peu ce concept-là à un film avec Robin Williams qui s'appelle Final Cut. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Où Robin Williams, c'est un monteur vidéo de souvenirs. Et en fait, lui, son job, c'est un peu ça en vrai. C'est que quand tu meurs, il récupère une puce qui est dans ton cerveau, il revoit toute ta vie. Et il fait un montage vidéo comme ça des meilleurs moments passés de la vie qui diffuse ensuite à l'enterrement de la personne. Et donc c'est un peu le même concept. Je vous conseille Final Cut, qui est un des rares films où Robin Williams est dans un rôle très sérieux. C'est vraiment un thriller. Parce que à travers les souvenirs d'une personne, il va avoir un meurtre en fait, et après c'est une espèce d'enquête. Mais ouais, si vous aimez bien un peu ce thème-là de la mort par le biais de la SF, etc. Final Cut, c'est très bien aussi. Et vous allez kiffer cet épisode 5 de Black Mirror qui est vraiment bon, pour le coup. Qui est au-dessus du panier. Il y en a qui sont quand même un peu plus osef, un peu plus oubliables dans cette saison. Voilà. Est-ce que ça vous a donné envie ? Et Will Poulter, je l'ai vu dans plein de films, dans plein de séries. Je suis incapable de t'en citer un seul. C'est incroyable. Mais c'est vrai, ça fait vraiment partie de ces seconds rôles que tu vois partout. Je suis incapable de te citer un seul film où je l'ai vu. Allez, on tourne la roue. Ah! Allez, on part un peu de Black Mirror, on va parler de The Bear. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu, The Bear? Alors j'ai parlé de la saison 1 parce que j'ai pas encore terminé la 2, sachant qu'il y a 3 saisons. Et une 4ème qui sort en juin. Évidemment, Black Mirror, c'est sur Netflix. Et The Bear, c'est sur Disney+. Oula, c'est la saison 4. Excusez-moi. Oh, attendez, je vais me spoiler moi-même là si je fais ça. Alors on va mettre saison 1. Season 1. Black Mirror, le film... Gardien de la Galaxie, etc. Hein? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Je ne connais pas. Alors, The Bear, c'est une série qui se passe dans le monde de la cuisine. Moi, j'adore les séries, les films qui se passent dans le monde de la cuisine. Déjà, je vais vous parler un peu du rythme et de l'esthétique de la série. C'est imaginez Guy Ritchie, Edgar Wright qui fait une série sur la cuisine, ou même je dirais Damien Chazelle. Genre vous prenez Whiplash. Si vous avez déjà vu Whiplash,
Ah, il joue dans les Gardiens de la Galaxie, ok. Bah, Black Mirror, oui. Maze Runner, ok, mais je sais qu'il est dans plein d'autres, Alors, si vous avez vu Whiplash de Damien Chazelle, donc sur le batteur de jazz, si vous avez en tête la tension que t'as pendant tout le film, la façon dont c'est monté, dont c'est mis en scène, imaginez ça transposé sur une série sur la cuisine. Il y a ce côté, il y a même un côté, j'ai envie de dire shonen dans cette série. Il y a un côté Rocky Balboa, mais dans le monde de la cuisine. Le premier épisode, pour moi, c'est... Oui, tu vois, non mais Whiplash, j'adore ce film, c'est un de mes films préférés. Sincèrement, je crois que c'est encore à ce jour, alors qu'il date maintenant, ma dernière grosse claque que j'ai eue au cinéma, c'est Whiplash. Et donc... Attends, je vais lire en boucle, ouais. Alors, le pitch de The Bear... C'est le personnage principal, dont c'est le surnom, The Bear pour le coup, est un grand chef de renom, donc un chef étoilé, qui est jeune, qui a commencé et qui a gravi les échelons et qui est maintenant un grand chef étoilé. Son frère va décéder, et son frère tenait le restaurant familial, voilà, dit Original Beef, que vous avez vu là, qui est à New York, qui est vraiment une espèce de sandwicherie slash boui-boui pour la classe ouvrière, quoi. Et donc du coup voilà, c'est son frère qui était propriétaire de ce truc là, et son frère va décéder et va lui léguer du coup ce restaurant familial. Et donc notre chef, qui lui a connu toutes les grandes cuisines, qui est un chef étoilé, etc., bah, va décider de tout arrêter et de reprendre du coup l'entreprise familiale. Et cette première saison, alors le premier épisode pour moi c'est vraiment il faut s'accrocher. Je vous le dis, si jamais ça vous intéresse de rentrer dans cette série, parce que il est tonitruant, il est exténuant ce premier épisode. Tu n'as pas un seul moment où tu n'as pas de la musique, et d'ailleurs je vais en parler, la musique dans la série est excellente et l'usage de la musique est incroyable, c'est-à-dire que tu vas dans des moments de stress avec un montage ultra cut où t'es là, tu vis le truc, tu as toujours une musique qui va venir participer à la tension et à la scène qui est créée. Et même au niveau du mix, des fois la musique va vraiment venir étouffer les dialogues, mais c'est purement voulu et non, franchement c'est excellent. Et donc en fait t'es vraiment lancé dans ce premier épisode en mode je ne connais pas les personnages. Et tu es direct dans ils sont en cuisine et c'est la merde, quoi. Lui il essaye de sauver le truc et d'amener son professionnalisme qu'il a appris via les grandes cuisines où c'est dur, tu vois, c'est l'armée. Eux, tous les gars qui étaient là dès le départ dans ce restaurant avec son frère, etc., il y a personne qui l'écoute, il a pas d'autorité. Et en même temps, lui, ce qu'il cuisine, c'est une tuerie sans nom. Et t'as ce côté aussi où son frère, il traînait dans des trucs un peu louches, quoi. Donc il y a un personnage qui s'appelle Cousin, ouais, voilà, c'est lui. Donc le cousin, mais qui est pas du tout relayé à leur famille. C'est une espèce d'ami de longue date de son frère, etc., qui est un dealer, etc. Bref, si vous aimez vraiment, si vous aimez un peu le cinéma de Guy Ritchie, d'Edgar Wright, et si vous avez kiffé Whiplash et que vous aimez un peu les espèces de success story, je vous conseille The Bear, mais il faut s'accrocher au rythme. En termes de mise en scène, par contre, c'est excellent. Il y a vraiment un épisode, c'est un full plan séquence, tout en cuisine, où ça va être une espèce vraiment... rien ne va bien se passer pendant cet épisode-là. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'il y a... une construction d'épisodes ils n'ont jamais la même durée, c'est-à-dire que vous savez, il y a des séries où c'est 45 minutes chaque épisode, des séries où ça va être 20 minutes ou 30 minutes, et là ça peut varier d'un épisode à un autre. T'en as par exemple le plan séquence, il dure 22 minutes, t'en as d'autres qui durent 50 minutes, un autre qui dure 1 heure. Bref. Donc vous êtes catapulté dans cet univers-là dès le premier épisode et ça peut être très déroutant. Et c'est vrai que quand tu commences une série... Parce que moi j'en avais entendu parler vite fait, mais je n'avais rien vu, je ne savais rien de cette série. Quand je l'ai commencé et que je suis rentré direct dans le premier épisode, je vous avoue qu'à un moment je me suis dit ah non, une autre fois, et je me suis accroché et franchement je ne regrette pas. Là je suis dans la deuxième saison du coup, mais je vous en parlerai quand j'aurai terminé.
Et donc autant t'es catapulté directement dans l'action, voilà, et c'est une espèce de rite de passage, on va dire. Et autant après, vraiment, ils développent chacun des personnages et tu t'attaches vraiment à tous. Et ce que je peux vous dire pour l'instant de la saison 2, c'est que je trouve que justement la saison 2, elle est beaucoup plus posée. Coucou le Locat, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. La saison 2, pour l'instant en tout cas, est plus posée, prend plus le temps, épisode par épisode, de venir se centrer sur chacun des personnages. Mais voilà, si vous aimez tout ce qui se passe dans l'univers de la cuisine, et si vous aimez ce côté justement, voir de la grande cuisine et comment ça se passe en cuisine avec la pression qu'il y a, le côté militaire, etc. Et que vous aimez la mise en scène et le montage léché, ultra dynamique, et le travail sur le son et les musiques rock, mais aussi hip-hop, etc. Foncez voir The Bear, franchement c'est trop bien. Voilà pour The Bear. Donc je répète, c'est sur Disney+, pour l'instant il y a 3 saisons et la 4ème saison elle sort le mois prochain normalement. Voilà. Le 4 c'est un live où il y a une ligne ouverte, donc à tout moment si tu veux venir rejoindre le stream en audio ou... Hey, coucou les revins sombres, en audio ou en vidéo pour nous parler de ton dernier coup de cœur, série, cinéma, livre, jeu vidéo, musical ou coup de gueule, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir on t'accueille. Et pareil pour le roman sombre. Donc voilà, The Bear en 2 mots, c'est Whiplash dans le monde de la cuisine. Voilà. Alors, allez, on va retourner la roue. Il nous reste pas grand chose. Hein. Allez, c'est parti. Pas beaucoup de Black Mirror encore. Hein. Allez, épisode 2 de Black Mirror. Donc l'épisode qui s'appelle Bête Noire. Hop, on va remettre du coup le trailer de la saison 7 de Black Mirror. Sur les nouveaux arrivants, qui a regardé la saison 7 de Black Mirror? N'hésitez pas à me dire. Et merci Cass, ça fait plaisir. Attends, je le mets en avance. Je le mets en avant ton message. Alors, c'est l'épisode 2 qui s'appelle La Bête Noire. Mais oui, mais toi aussi tu nous as manqué le roman sombre. Ah, tu l'as regardé le 4. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Là, je fais vraiment épisode par épisode. Et t'as vu aussi le roman sombre. Moi, mon épisode préféré, c'est le premier. Là, on a évoqué, je sais même plus de lequel on a parlé. J'ai l'impression d'être en speedrun ce soir. Parce qu'en fait, j'ai commencé, il y avait personne, j'étais tout seul. On a parlé... Bah, c'est simple, on a parlé de l'épisode 3... qui était dans... Ça y est, je sais plus de quoi on a parlé. C'est une dinguerie. Si, on a parlé de Eulogie, donc avec la société qui fait commémoration interactive, donc avec l'ex de la défunte, qui replonge dans le passé. Et donc voilà, j'avais évoqué... j'avais dit que j'avais beaucoup aimé cet épisode. Et dans la simplicité de ce qu'il évoquait, c'est-à-dire les remords que tu peux ressentir après un deuil et le fait qu'il y a toujours 2 phases d'une histoire dans un conflit, etc. Et que j'ai trouvé que c'était très juste et très bien amené. On a parlé de celui avec le film en noir et blanc, Hôtel Rêverie, que j'ai trouvé très doux, que j'ai beaucoup aimé. Bon, je vous inviterai à regarder le replay parce que j'en ai parlé vraiment longuement et beaucoup plus en détail. Mais oui, non, moi en général, j'ai quand même beaucoup aimé cette saison. Hein. Mais le premier épisode pour moi est le plus impactant. Dans ce qu'il évoque, le plus ancré dans notre réalité actuellement, dans ce côté un peu torture porn où tu as des TikTokers qui font des lives empêchez-moi de m'endormir, où ils sont dans des salles avec des klaxons géants, des trucs qui les tapent machin quand tu donnes des thunes, tu vois. Les gens ordinaires, bah celui-là, c'était vraiment violent, mais pour moi c'est le meilleur. C'est le plus juste dans ce qu'il évoque, le plus percutant et le plus Black Mirror des débuts, tu vois. Il m'a vraiment mis mal, moi, le premier. Hein. Donc là, attends, j'ai dit que je parlais du 5. Ouais. Non, attends, on parle duquel là? Non, du 2, voilà. Alors, le 2, qui s'appelle La Bête Noire, il est un peu plus osef, celui-là, je trouve, mais... Dans la construction de la saison, je trouve qu'il était important parce qu'il arrive justement après le premier épisode qui est traumatisant. Pas de souci qu'à ça tout à l'heure. Et donc cet épisode 2, il est beaucoup plus léger et j'ai même envie de dire il est assez what the fuck et un peu jouissif.
Et moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont critiqué en disant que c'est en vrai un épisode sur la paranoïa et qui réussit pas à faire ça. Non, non, moi je l'ai vraiment pris comme une espèce de bonbon au milieu de la saison, quoi. Alors, c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est le personnage principal travaille dans une espèce de boîte qui fait de la création alimentaire, donc des petits gâteaux comme des Oreos, ce genre de trucs là, autour du chocolat. Et elle travaille dans le service recherche et développement, donc c'est elle qui va créer des nouvelles recettes pour les commercialiser par la suite, quoi. Jusqu'au jour où il y a une ancienne élève qui était dans son lycée qui va du coup travailler dans cette boîte là, et à partir de là le personnage principal va devenir parano parce que certaines choses de la réalité vont être altérées, et elle est persuadée que c'est du coup cette ancienne élève de son lycée qui était la tête de turc en fait du lycée, hein, qui fait ça d'une manière ou d'une autre pour la rendre folle, elle. Et donc tout l'épisode joue un peu sur la parano. Et là, le thème pour moi, le thème de cet épisode, c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Est-ce que vous savez c'est quoi l'effet Mandela dans le chat? C'est par exemple le personnage du Monopoly a un monocle, alors qu'en fait il en a pas. Je sais plus, c'est l'inverse. Et vous savez, il y a plein de trucs comme ça, d'effet Mandela. Genre le film, il y a le film qui s'appelle Shazam avec un génie, où tout le monde pense que c'est Shaquille O'Neal dedans, alors que non, c'est un autre. La queue de Pikachu est 100% jaune. Voilà, c'est ça un effet Mandela. Et donc il y a toute une théorie. Alors pourquoi on appelle ça l'effet Mandela? C'est qu'en fait il y a toute une époque où les gens pensaient que Nelson Mandela était mort, alors que non. Et en fait la théorie du coup de l'effet Mandela, c'est la théorie du multiverse. C'est-à-dire qu'il y a un monde où le personnage du coup du Monopoly a un monocle, et un autre où il l'a pas, et que c'est pour ça que il y a des gens qui sont persuadés qu'il a un monocle. Et donc voilà, l'épisode, sans plus vous en dire, pour moi le thème principal de l'épisode c'est ça. Est-ce que ça en fait un épisode qui traite d'un fait de société ultra important, qui est une satire de notre société, qui met le doigt sur un problème de notre époque? Pas du tout. Pour moi c'est vraiment juste un épisode qui est juste censé être très fun, qui te met quand même une pression et tu as envie de savoir le pourquoi du comment. La fin est assez jouissive et complètement what the fuck. Voilà. Pour moi, c'est clairement un des épisodes qui est en dessous, non pas en termes de qualité, mais en termes d'impact de cette saison de Black Mirror. Ça va pas te faire réfléchir sur ta vie comme peut l'être des gens normaux, c'est ça? Enfin bref, le premier. Mais je trouve qu'il est très bien placé, c'est-à-dire qu'il est en seconde position, et après la claque et la difficulté qui est le premier dans les thèmes qu'il aborde, et le sérieux du premier, je trouve qu'il est très bien amené à ce moment-là, quoi. C'est celui que j'ai le moins aimé, oui. Oui, non, mais c'est complètement compréhensible, hein, parce que oui, en fait, même bon, sans rentrer dans les détails, mais dans les concepts qu'il amène, on aurait même pu, je pense qu'il aurait même pu aller plus loin, en fait, pour justement avoir ce côté fun. Et c'est vrai que le moment où ça commence à devenir intéressant, au final, c'est quand t'arrives à la fin. Mais je suis complètement d'accord que c'est pas non plus celui que j'ai préféré. Et c'est pas celui qui va me marquer de ouf sur l'entièreté des épisodes de Black Mirror en général. Voilà du coup pour l'épisode 2. Allez, on tourne la roue. Et ben on va parler de The Monkey, donc le singe. On va parler de la nouvelle de Stephen King et du film. Qui l'a vu dans le chat, hein? Qui a vu The Monkey? Qui a vu le singe, hein? Alors, hop, on va mettre le trailer.
Je ne l'ai pas vu malheureusement. Ok. Ah, je sais pas si je vais te donner envie du coup. Ça fait peur. Hein. Alors. The Monkey. Alors attendez, je reviens parce qu'il faut que je vous montre le livre quand même. Je reviens. Oh, not a cherished childhood memory now, was it? No. The coroner said it was an accident, but it was no accident. It was a monkey. When I was a kid, my twin brother and I found something that loved to kill. I did everything. Ah, personne l'a vu du coup. Alors. Alors je vais parler déjà de la nouvelle. Hein. Et après je vais vous parler du film, mais je vous laisse avec le trailer du film en même temps. Alors la nouvelle, moi j'ai toute une histoire sur la nouvelle. Donc c'est une nouvelle qui se trouve dans le recueil de nouvelles Brume, hein, si je dis pas de bêtises. Mais alors moi, je l'ai depuis que je lis du King, c'est-à-dire depuis mes 14 ans. J'ai cette édition dégueulasse, Librio. Alors, pour ceux qui connaissent pas la nouvelle, l'histoire, c'est un jouet de singe avec des cymbales. Et donc là, le graphiste n'a pas lu le résumé parce qu'il a mis juste une tête de singe, quoi. Voilà, mais en gros, le concept et l'histoire de la nouvelle. La nouvelle, elle va se passer sur 2 temporalités. Donc dans le passé, quand le personnage principal était enfant, et dans le présent, quand il est adulte et que lui-même est papa et qu'il a des enfants. En gros, c'est l'histoire donc de ce gamin qui, quand il était petit, a trouvé un singe mécanique, donc pas ça, un singe mécanique avec des cymbales. Et à chaque fois que tu tournes ce singe et que il tape dans les cymbales, il y a une catastrophe qui arrive. Donc une personne qui meurt, un accident, une explosion quelque part, etc. Je vais pas du tout spoil la nouvelle, si ce n'est que c'est sur 2 temporalités. Donc il y a ce père avec ses enfants qui retournent sur ce lieu d'enfance parce que, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a le décès de quelqu'un dans leur famille. Je suis plus trop sûr parce que je mélange un peu avec le film, je crois. Et à l'époque, il s'était débarrassé de ce singe, il l'avait jeté au fond d'un puits. Et là, t'as son gamin qui dit « Ah, regarde, j'ai retrouvé le singe. » Et donc voilà, ça part là-dessus. C'est du pur King. Moi, je l'ai beaucoup aimé, cette nouvelle. J'ai trouvé ultra efficace. Et sur vraiment, elle fait 50 pages, hein, je crois. Hein. 50 pages, ouais. 60, allez, 60 pages, mais écrit en très gros, hein, comme ça, voilà. Et c'est un joli condensé, quand même, de tout ce que... ah non, pas ces éditions, ouais. De tout ce que King fait très bien en vrai. Hein. On arrive même à retrouver un peu l'ambiance d'une petite ville. T'as vraiment une fin qui est tonitruante. T'as des vrais moments quand même de peur. Non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, quoi. C'est pas sa meilleure non plus. Mais dans ce qu'elle met en place, elle est très réussie. Et surtout, ce qui est très important maintenant qu'on va parler du film, c'est que c'est pas du tout une nouvelle humoristique. Bien qu'on pourrait penser. Mais le concept du singe avec les cymbales du jouet maléfique, moi ça me fait penser aussi au mythe de la patte de singe qu'on retrouve dans plein d'épisodes, dans plein de films et épisodes de séries du genre Les Contes de la Crypte, etc. Vous savez, la patte de singe qu'on trouve souvent dans ces histoires-là chez un antiquaire, machin, qui est t'as 5 vœux, et à chaque fois t'as un doigt qui... attention, je vais pas faire de tout à l'heure, t'as un doigt qui se rétracte. Et en fait, à chaque fois, ce sont des vœux qui amènent à des catastrophes, des choses horribles. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça, quoi, la nouvelle Le Singe. Et donc voilà. Donc c'est une nouvelle qui est très bonne. Qui joue sur de la peur plus que sur du grand guignolesque, etc. Et donc maintenant on va parler du film. Le film, lui, prend un virage complètement différent. Et en vrai, quand j'ai vu la première bande-annonce, etc., j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
j'ai trouvé que c'était une bonne idée en fait de prendre ce concept de la nouvelle Le Singe qui est en fait final premier degré et d'en faire une comédie horrifique un peu dans le délire de Destination Finale, c'est-à-dire que chaque mort qu'il va avoir dans le film et ça tu le vois dès la bande-annonce vont être un peu grand guignolesques et un peu humoristiques, voilà. Et donc en vrai sur le coup j'étais plutôt client, sachant que c'est réalisé par Osgood Perkins qui a fait le très bon, même si j'ai pas du tout aimé la fin, mais le très bon Longlegs qui avait une ambiance poisseuse, dark, une histoire de tueur en série avec Nicolas Cage qui joue un tueur en série glaçant, mais surtout une mise en scène qui était vraiment belle, vraiment léchée, avec de super bonnes idées quoi. Moi j'ai beaucoup aimé le roman sombre, l'ambiance de Longlegs, mais j'ai détesté la fin vraiment. Parce que Longlegs, dans tout ce qu'il fait, dans son ambiance, etc., je retrouvais une ambiance un peu des films de Fincher, tu vois, Zodiac, Seven, et ça m'a fait penser aussi au Silence des agneaux. Et en fait, je me disais, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon film d'enquête avec un tueur en série, un serial killer, etc. Et la fin, bon bah voilà, si tu l'as vu, tu vois de quoi je parle. La fin, c'est surtout que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais bon, bref, la fin m'a déçu. Ça n'enlève en rien la qualité du film. Donc voilà, donc beaucoup de choses qui faisaient que The Monkey pouvait être un très bon film. Alors spoiler, c'est malheureusement pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une première partie de film qui est plutôt bonne, en vrai, où il y a ce côté un peu amusant comme dans un Destination Finale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va être la prochaine mort, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme idée de mort. Après, c'est moins créatif qu'un Destination Finale, où Destination Finale, t'as vraiment cette espèce d'effet domino, où tu sais jamais vraiment où ça va aller, quoi. La personne se fait chauffer des pattes, t'as l'eau qui est mouillée, t'as un câble électrique, voilà, t'as une échelle dehors et t'as une grue qui fait des travaux et tu dis putain qu'est-ce qui va se passer, ça va être une espèce de grande réaction en chaîne comme ça. Là c'est juste gore et marrant, voilà. Hein. Vous voyez un peu déjà des aperçus dans la bande-annonce où t'as le mec qui fait comment on appelle ça là, la cuisine japonaise là sur plaque chauffante où tu fais des figures avec les couteaux machin. Bref, tout ce truc là il est très sympa. Mais très très vite, tu sens qu'il va avoir une limite. Et moi surtout, j'ai un problème général avec le film. C'est que le ton qui se veut comédie, gore, voilà. Je trouve que l'humour et ce ton un petit peu... ce ton complètement assumé de ces gauleries, regardez les morts, machin. Il prend jamais trop. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est comme si t'avais pris, t'avais le mode d'emploi pour faire une comédie horrifique et que tu cochais toutes les cases, mais je sais pas, il manque un liant, la magie elle prend pas. En fait, y a pas de souci, Cass. En fait, la magie prend pas et à aucun moment t'es mort de rire devant ton écran, t'es juste, sympa, oui, bon, et après, il se passe quoi, tu vois? Je sais pas si je suis clair, mais en fait, ouais, le ton est pas assez assumé. Tu vois qu'il veut garder quand même une espèce d'ambiance purement horrifique, que des fois il essaye de faire peur, sauf que ça marche pas non plus. Donc je te retrouve devant un film qui est ni forcément drôle, qui est ni forcément horrifique, et vient une deuxième partie avec une histoire donc qui est pas du tout dans le livre pour le coup, de frères jumeaux. Donc voilà, le personnage principal qu'on voit là a un frère jumeau et je vais pas spoiler donc je rentre pas dans les détails, mais à partir de là moi j'ai décroché complètement de l'histoire parce que ça rentre dans une espèce de truc trop complexe pour rien, vraiment. J'aurais aimé limite qui reste juste sur son délire pur et dur du singe qui tue des gens de façon dégueulasse et drôle, et qui mette le curseur de l'humour vraiment à fond. Je pense que ça aurait été un bien meilleur film que l'espèce d'histoire alambiquée complexe pour rien avec son frère jumeau blablabla.
Et donc du coup, vraiment, quand t'arrives sur cette deuxième partie du film, je l'ai regardé en 2 fois le film, parce que vraiment, je sais pas, j'étais crevé, j'accrochais plus. Et putain, j'étais heureux quand il se termine, quoi. Et c'est dommage, parce que vraiment, il avait quand même, l'avance me donnait très envie, et il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire que ça soit un bon film, quoi. Est-ce que c'est un mauvais film pour autant? Non. La photo est jolie, la mise en scène est cool, les idées de mort sont bien. Est-ce que c'est un bon film non plus? Bon, c'est Osef en vrai, hein, c'est... Bon, je l'ai souvent dit ici, quand on faisait la tier list à l'époque, c'est vrai que maintenant j'ai un peu la flemme de continuer la tier list, parce que ça me demande de préparer en avance les images, les affiches de films, etc. Mais je dis, vous savez, c'est un peu du riz nature, quoi, c'est-à-dire que ça nourrit, mais c'est pas non plus incroyable. Bon allez, là on va dire c'est du riz nature avec un peu de beurre quand même, parce que tu passes quand même au moins sur la première partie un bon moment. Il y a des petits moments qui me font sourire. Il y a une scène où il y a un caméo de Elijah Wood, donc du coup Frodon, qui campe un personnage d'espèce de... Enfin, vous verrez. Si vous regardez le film, ce passage-là est vraiment cool. Malheureusement, on ne reverra plus jamais Elijah Wood du film. Ce qui, ma foi, est dommage parce que ça faisait déjà le plaisir de revoir Elijah Wood. Et c'est pas la première fois qu'on le voit dans une espèce de film horrifico-comique. Parce que... Ah putain, il s'appelle comment ce film? Un film... Ah, je sais plus, mais il joue dedans, il joue un tueur à gages dedans. Il joue un tueur à gages, Elijah Wood qui joue un tueur à gages. Mais n'hésitez pas à googler, vous me direz si vous retrouvez le nom du film, mais il est excellent ce film. Et il y a vraiment une scène qui est hilarante dedans. Bon voilà pour The Monkey. Une petite déception quand même. Bon, je l'attendais pas non plus comme le film du siècle, mais je m'attendais à passer un meilleur moment. Hayward, how are you, bro? Hayward, we have the French subtitle here, and at the bottom we have the automated translated English subtitle that are working like this. Dans le gore, il y a Maniac qui m'a bien choqué. Alors j'ai jamais vu Maniac. Et Sin City aussi. Franchement, il m'a trop mal dans Sin City là, quand il est accroché à l'arbre. Pour ceux qui ont vu Sin City, vous savez de quoi je parle. Ok, allez, je crois qu'il manque juste les 2 derniers épisodes de Black Mirror. Hein. Je répète qu'à tout moment, c'est une ligne ouverte. Donc à tout moment, si vous voulez venir parler, vous, d'un film que vous avez vu récemment ou d'une autre œuvre de la pop culture, n'hésitez pas à utiliser la récompense de points de chaîne. Je rejoins le stream. Ouais, non, mais je vois très bien Maniac, hein. Je vois les images, mais ouais, non, il m'a jamais attiré. Allez, on va parler de l'épisode 6 de Black Mirror, qui est une suite de l'épisode USS Callister. Je ne sais plus de quelle saison c'était. Est-ce que vous vous rappelez du coup de l'épisode USS Callister? Donc là c'est USS Callister au cœur de l'Infinity, auquel je viens de réaliser que j'ai 4,5 000 points sur ta chaîne Flags. Eh ben écoute, tu peux les utiliser quand tu veux pour ce que tu veux. Je le ferai bien, mais je vais parler 14 h et il y a trop de choses à dire sur... Mais avec grand plaisir, vraiment viens, avec grand plaisir. Alors USS Callister, attendez, on va quand même chercher dans quelle saison c'était. Bah, je vais faire le résumé comme de l'épisode USS Callister, parce que là c'est une suite directe pour le coup. Attends, hop. USS Callister. C'est dans la saison 4, ok, c'est l'épisode 1 de la saison 4, USS Callister. Le concept du USS Callister, c'est un créateur de jeux vidéo. Et je saute dans le vaisseau, ok, ça marche. C'est un créateur de jeux vidéo qui a fait un jeu qui s'appelle Infinity. Et qui est un fan, il s'est inspiré pour ce jeu-là, qui est un jeu multijoueur en ligne. En fait, tu mets une puce et tu te retrouves dans le jeu, quoi. Et il s'est inspiré pour ce jeu-là d'une série télé de l'époque qui s'appelle Starfleet, donc qui est clairement une référence à Star Trek, hein, du coup, pour nous, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, ce mec,
il est très timide, très réservé, etc. dans la vraie vie. Et il a... en fait, il fait quelque chose, c'est qu'il a une machine qui lui permet, en récupérant de l'ADN, donc genre le bord d'un gobelet de café, une sucette, voilà, qui lui permet de rentrer l'ADN de quelqu'un. Donc là, dans l'épisode de collègue de travail, et de dupliquer des clones, donc vraiment à l'identique, c'est-à-dire le moment où il te clone, bah, c'est vraiment toi avec tes émotions, etc. Machin, de les dupliquer dans une version privée du jeu qu'il a créé, qui est la réplique du coup de l'USS Callister, qui est le vaisseau de sa série préférée Starfleet. Donc ça c'est le premier épisode de la saison 4 qui s'appelle USS Callister, où en gros bah, ses collègues de travail vont se retrouver bloqués dans ce jeu là qu'il a créé, où en gros bah lui quand il se connecte c'est leur dieu quoi, enfin, il peut les diriger. Genre à un moment t'as une qui se défend en mode mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi tu nous fais ça, et il lui efface complètement son visage, donc elle suffoque, etc. Et voilà, donc en fait le personnage l'épisode il a un ton qui est entre eux un petit peu l'humour. T'as un truc qui est très con, mais tous ces personnages clonés qui se retrouvent dans le USS Callister, ils n'ont pas d'anus, donc ils ne peuvent pas faire caca. Et t'as tout un truc comme ça où en mode ça fait 2 ans que j'ai pas chié. Enfin bref, donc t'avais vraiment quand même une espèce de ton un peu spécial dans cet épisode-là, qui démarrait du coup la saison 4 de Black Mirror. Mais moi que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé justement que c'était rafraîchissant au sein de Black Mirror. Et bon, du garde un truc quand même assez dark, hein. Il se passe des choses parce que bon, clairement ses collègues féminines, il me semble qu'il fait des abus sur elles, machin, donc dans ce monde virtuel où ils sont clonés, voilà, dans ce jeu vidéo. Bref, et donc cet épisode de la saison 4, l'USS Callister, ça va être comment ils vont réussir à se rebeller pour retrouver leur indépendance, mais toujours en étant dans le jeu. Et non, justement, en quittant ce jeu privé qu'il a fait pour rentrer dans l'énorme jeu multijoueur qui s'appelle Infinity, et vivre leur propre vie, et ne plus être sous le joug de ce mec-là qui a créé le jeu et qui les a clonés dans son jeu privé qui reprend la série télé. Bon, si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est un peu compliqué de vous le résumer. Et donc là, le dernier épisode, donc l'épisode 6 de la saison 7 de Black Mirror, c'est une suite à l'USS Callister, qui me semble avait été vraiment bien accueilli à l'époque. Et du coup, bon bah c'est un peu compliqué sans spoiler complètement le premier épisode dont c'est la suite, ce qui se passe dedans. Mais je vais rester un peu vague. C'est pour moi un épisode où vraiment le créateur de Black Mirror s'est fait plaisir, parce qu'il y a vraiment des méga moyens qui sont mis dedans, hein. C'est limite vraiment tu sens les refs à Star Trek, à Star Wars. Il y a aussi une énorme ref à Matrix à un moment. Qu'est-ce que ça évoque comme thème sur notre société, etc. Je vous avoue que, à part toujours le même thème, c'est-à-dire le thème de l'IA, et si oui, le capitalisme, clairement, au niveau des grosses sociétés qui rachètent un peu justement des sociétés de jeux vidéo, et oui, et le côté game at service, c'est-à-dire où tous ces jeux justement en ligne où il faut de plus en plus payer pour avoir des skins, des armes, etc. Ça critique un peu ça, voilà. Ça reste un épisode que j'ai bien aimé, qui était divertissant, mais qui fait pas partie pour moi du haut du panier de cette saison. Il est un peu comme l'épisode 2 dans le sens où il est divertissant, il est un peu plus léger. Je pense que j'aurais préféré quand même que la saison soit terminée par un épisode aussi impactant que le premier, qui te mette un peu une claque, quoi. Même si je comprends qu'il s'est terminé par celui-là, par son côté un peu grand spectacle. Et non, par contre, oui, il est très divertissant. Tu passes un très bon moment. T'as vraiment, t'as une pression, un peu constante. T'as envie de savoir ce qui va se passer. La fin est plutôt
drôle en vrai. Je la trouve assez marrant. Alors si, bah, maintenant que j'en parle, ça traite de, en fait, ça traite de beaucoup de dérives dans l'univers de l'entreprise, des entreprises de jeux vidéo. Donc là, on a parlé de vraiment des games à service où tout est de plus en plus payant. Vraiment le pay to win, etc. C'est très évoqué dans cet épisode, c'est plutôt intéressant. Mais t'as aussi le thème des salariés qui sont en période de crunch, je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus. Où en fait, tu sais, t'as une release date et t'as vraiment les actionnaires derrière, ou vraiment les PDG qui poussent les salariés à bosser de plus en plus. Et là, t'as un concept là-dessus, de crunch, voilà. T'as un concept qui est assez original, c'est que, bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a une autre personne qui a été clonée virtuellement, qui en fait est condamnée infiniment à bosser sur le jeu, parce que avant la release date, ils étaient à la bourre, et donc du coup l'actionnaire principal, le mec qui a ramené les thunes pour le jeu, l'a cloné avec la machine, et en gros le code du jeu, c'est ce mec là, ce développeur qui constamment durant toute sa vie, enfin c'est ce clone quoi, qui constamment durant toute sa vie bosse sur le jeu pour créer de plus en plus de planètes d'univers où les gens peuvent aller. Et donc oui, dans ce sens c'est intéressant, mais c'est un peu moins universel comme thème que le deuil, que le deuil, que le libre arbitre, etc., que tu peux retrouver dans d'autres épisodes quoi. Voilà, ceux qui ont vu la série, je suis très intéressé d'avoir votre avis sur ce dernier épisode du coup. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en avez pensé. Alors ça parle aussi de des cheaters pour le coup, des bots, de ce genre de trucs là. Pas mon épisode préféré par contre. Oui, non mais on est d'accord. Mais il est très divertissant pour le coup. Moi j'ai passé un bon moment. Et je trouve que ce qu'il essaye de faire, il le fait bien quoi. Enfin, t'as vraiment une espèce de tension. Tu veux savoir ce qui va se passer pour ces personnages là. Et je trouve que c'était plutôt original de faire une suite directe à un autre épisode qui était qui était déjà sorti. Je semble pas que ça ait déjà été fait. J'ai peut-être un doute. En tout cas, je me rappelle pas ce que c'était. Voilà. Et ben écoute, Cass, je vais faire le dernier épisode tout simplement, et après tu nous rejoins si tu veux parler. On se fait 1 heure, Cass. Très gros sujet de point de vue, moralité, sensibilité, conscience, même si je veux pas spoil. Hein. Moralité, sensibilité, conscience. Sur cet épisode-là, le roman sombre, d'un point de vue, moralité, sensibilité, conscience. Chut, ah ouais? Ah si, mais n'hésite pas à développer un peu, parce que je t'avoue que je me suis pas du tout pris comme ça. Ah, avec les clones, oui. Oui, bah en fait on reprend un peu le thème de l'IA, hein, tout simplement. Est-ce que une personne virtuelle peut avoir une conscience et est-ce qu'elle est vivante en vrai? Mais moi je te disais, il y a aussi vraiment des thèmes inhérents à l'industrie du jeu vidéo, tu vois, les périodes de crunch, etc. Et c'est ce côté toujours plus de thunes, toujours plus de services payants, etc. quoi. Alors, je réfléchis de quoi parler. Ah oui. Mais tu peux nous parler de Expédition 33 par exemple, sans spoil, hein, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure. Allez, sans grande surprise. Et ben on va parler de l'épisode 4 de la saison 7 de Black Mirror, de Simple Jouet, donc le dernier épisode. Voilà, la roue est vide. Je garde le trailer. Et alors, c'est le fameux épisode, je vous disais tout à l'heure, on parlait de Oxenfree, donc des développeurs Night School Studio, qui sont des développeurs maintenant qui ont été rachetés par Netflix. Et donc, dans cet épisode-là, il y a un jeu vidéo, on va en parler. Et donc, ça reprend aussi un peu ce que tu viens de dire, hein, pour le coup, le roman sombre, sur la point de vue conscience de personnages virtuels. Et donc, ce jeu vidéo qui est dans cet épisode-là,
Et ben il existe. Il a été développé du coup par Dead School Studio. Et si vous avez un abonnement Netflix, il fait partie des jeux que vous pouvez récupérer et auxquels vous pouvez jouer sur votre smartphone ou sur votre télé en utilisant le smartphone en tant que télécommande. Attends, je commence à avoir mal à la gorge. Ah oui, j'ai mon eau qui est coupée, en plus je pourrais plus boire après. Bref. Alors, déjà, pour moi, le gros point positif de cet épisode là dont on va parler, c'est vraiment l'aspect visuel et la photographie. Je crois que c'est un format pas 4 tiers, mais entre le 16 neuvième et le 4 tiers, donc c'est beaucoup plus... Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup plus vertical, du coup, que le reste des épisodes. C'est peut-être simplement qu'il est en 16 neuvième et que les autres sont en 1,81 ou en 2,35. Non, mais il me semble qu'il avait vraiment un aspect un peu plus 4 tiers. Et donc, oui, non, mais il a pas cette tronche-là, l'épisode, quand vous le regardez. Là, c'est sur la bande-annonce Netflix, ils ont tout mis à peu près au même format. Alors, en gros, on est dans une espèce déjà de... C'est bizarre, c'est parce que ça évoque plein de jeux vidéo rétro gaming qu'on a connus. T'as plein de consoles de jeux de l'époque, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de futur proche où c'est pas où c'est une espèce de monde alternatif qui a vécu ces consoles-là. Mais on est dans un délire presque un peu à la Robocop au début. Où en fait il y a vraiment un aspect un peu Robocop, limite un peu cyberpunk, donc dans le présent, où tu as du coup un vieux qui essaye de voler une bouteille d'alcool voilà, bah c'est lui là, dans un magasin, et qui se fait choper par les flics, et les flics ils ont un truc pour prendre son ADN, un échantillon de salive, et quand ils testent l'échantillon de salive, ils se rendent compte que c'est un perfect match avec l'ADN qu'ils ont trouvé il y a plusieurs années sur un corps trouvé dans une valise. Voilà, donc ça c'est vraiment le début de l'épisode. Et ensuite ça va être un interrogatoire de ce mec là qui va raconter son histoire qui se passe plusieurs années avant. Et donc dans cet épisode on retrouve un personnage de développeur de jeux vidéo, limite une espèce de gourou, voilà, qui a dans un autre épisode précédent, dans les saisons précédentes de Black Mirror. Je me souviens plus, par contre, je me demande si c'est pas dans Bandersnatch, qui était l'épisode interactif, que d'ailleurs Netflix a enlevé. Ils ont enlevé tous les épisodes, enfin toutes les séries et toutes les vidéos interactives de leur site, ce que je trouve super dommage. A priori ils disaient que c'était trop compliqué à gérer, mais Bandersnatch, bah malheureusement on pouvait plus le faire, mais c'était un épisode de Black Mirror à choix multiples que vous pouviez faire à la... oui, c'est bien celui-là, ok, que vous pouviez faire à la télécommande. Et donc alors on retrouve ce vieux qui raconte son histoire, et en gros quand il était plus jeune, il était journaliste pour un magazine de jeux vidéo qui s'appelait genre PC Mag ou un truc comme ça, qui était très bon dans ce qu'il faisait, et c'était quelqu'un de très introverti, un peu déjà bizarre, jusqu'au jour où il est convié à tester le nouveau jeu de cette espèce de développeur qui sort d'ailleurs d'une espèce de pas de dépression, mais de pétage de câble, et donc il arrive avec ce nouveau jeu. Et là il va rencontrer du coup ce développeur là qui va lui présenter le jeu, et qui va a priori volontairement laisser une copie du jeu sur la table pour que le journaliste la vole, et lui explique que ce nouveau projet ce n'est pas un jeu, qu'on est obligé d'appeler ça un jeu pour des questions marketing, et parce que en gros le commun des mortels ils comprendront pas ce que c'est, mais que c'est pas un jeu, que c'est vraiment, il a créé une nouvelle forme de vie, voilà, il a créé une nouvelle forme de vie tout simplement numérique. Et donc le jeu en lui-même c'est une espèce de je sais pas si, est-ce que vous vous souvenez du jeu Spore, Spore, qui était un jeu Microsoft fait, si je dis pas de conneries, par Peter Molineux, où le concept, tu commences avec une cellule quoi, d'ADN, et tu crées une espèce de... tu crées la vie quoi, et après ce truc là se dédouble et ça crée d'autres animaux, etc. machin. C'était, enfin à l'époque c'était assez fou comme jeu.
Et bah c'est un peu le même concept, mais avec des espèces de personnages 2D, un peu comme des Lemmings, quoi. Et ouais, c'était super d'ailleurs, ouais, carrément. Il me semble que c'est Peter Molineux, mais j'ai un doute. Enfin bref, tant pis, désolé si je dis une connerie. Et bah là, voilà, t'as des espèces de... Comment ils appellent ça, là? Ah, je sais plus le nom. Ah, si ceux qui ont vu l'épisode, là, si vous pouvez me rappeler le nom dans le chat de ces petites créatures, là, du fameux jeu qui n'est pas un jeu. C'est ces trucs jaunes, là, qu'on voit là. Et en gros, bah, t'en as une première, tu la nourris, tu lui donnes de l'eau, tu la laves un peu comme un Tamagotchi, et au bout d'un moment, elle va se dupliquer. Et tu vas en avoir 2, 3, 4, et après, voilà, ça crée tout un truc. Donc ça, c'est le point de départ de l'épisode. Et donc, tu vas... voilà, il va faire son témoignage, il va expliquer tout ce qui s'est passé comme ça. Et en gros, on est toujours à peu près au début de l'épisode, après, j'irai pas trop loin, mais il a une espèce de connaissance à lui, qui est un dealer, qui vient chez lui, qui lui propose de l'acide, il prend de l'acide, et au moment où il prend de l'acide, il se rend compte qu'en fait... tous ces petits personnages dans le jeu qui n'est pas un jeu du coup communiquent avec lui et ils vont lui demander en fait d'acheter plusieurs éléments pour à connecter sur le PC pour qu'ils puissent eux avoir plus de capacité pour encore plus communiquer avec lui et encore plus se développer. Voilà, c'est le truc de base. Et voilà, bon après je vous dis pas ce qui se passe, etc. Puppets, non, c'est pas Founouk ou un truc comme ça, je sais plus. Founou, je sais plus. Mais c'est un nom un peu marrant, quoi. Bref, non, mais c'est vraiment, les personnages, c'est entre des Lemmings, des Pikmin, enfin bref. Évidemment, ça a mal tourné, bon, je vous en dis pas plus. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Alors, je le redis, j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Oui, les fulloïdes, voilà. Merci beaucoup, le 4, c'est ça, exactement. J'ai beaucoup aimé l'esthétique. Par contre, j'avoue que je vois pas du tout où il voulait en venir. S'il y a une critique derrière ou quoi, je ne la comprends pas du tout. Si ce n'est, encore une fois, cette idée de l'intelligence artificielle qui se développe constamment et des dangers que ça peut avoir. Après... Je trouve qu'il y a d'autres épisodes qui le font bien mieux. Par contre, en soi, je trouve que l'épisode est plutôt réussi. J'aurais préféré qu'il dure un peu plus longtemps. Je suis un peu resté sur ma faim. Je pensais qu'on allait voir un peu plus après les événements qui se passent à la fin. Et par contre, non, en vrai, c'est très très cool. Il y a Animatrix qui le fait bien là. Ah ouais, t'es remonté loin, toi, Cass. Hein. J'ai jamais vu Animatrix, je me souviens. Je voyais les DVD passer, j'avais trop envie de regarder, mais j'ai jamais regardé. Animatrix, qui est du coup une série d'anthologie dans l'univers de Matrix, où chaque épisode était réalisé par des mangaka différents, quoi. Si je dis pas de conneries, hein, tu me dis. Hein. Mais c'est ça, hein, c'est que de la japanime, hein, Animatrix. Hein. Et c'est que je crois des créateurs connus, quoi, des mangaka connus qui faisaient leur version un peu de l'univers de Matrix, quoi. Non, franchement, il est très sympa. Ce que j'ai trouvé assez kiffant, c'est vraiment que tu vois l'évolution des jeux vidéo. Donc en fait, il montre vraiment les vraies consoles, donc en partant de l'Atari jusqu'à la Switch, la PlayStation 4, etc. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, le roman sur moi ? Danger de l'IA, en effet. Et pour rejoindre USS Callister, le droit de vie ou non des vies numériques. Oui, exactement. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé de... Oui, bon, après, on le voit un peu dans le trailer, oui, effectivement. Qu'à un moment, il y a une personne qui va avoir accès à son PC et qui va prendre des pierres pour les écraser, toutes ces petites bébêtes. Oui. Tous ces petits êtres vivants numériques. Droit de vie ou non des vies numériques et à quel prix ? Enfin bon, c'était un peu trop barré et moins bien amené. Oui, complètement. Oui, parce que... oui, alors si, non mais c'est bien que tu m'aies relancé là-dessus, parce que si, t'as un thème quand même qui est très important et qui est très intéressant. Au final, ça traite aussi du thème de l'évolution. Et de l'évolution de la race humaine, parce qu'il y a un truc qui est très fort à un moment, c'est le personnage qui est interrogé, le personnage principal, donc je vous dis pas dans quel contexte il dit ça, mais il dit quand on était à l'âge de pierre, quand on était des Cro-Magnons, pour survivre on était obligé de passer par la violence. Donc en gros, que tu étais obligé de te battre et de te défendre par la violence
pour survivre, pour la survie en gros de l'espèce, quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. Et que maintenant, notre seule manière de survivre, c'est de coopérer les uns avec les autres. Sauf que c'est toujours pas le cas. Qu'il y a toujours la violence qui est là, qu'il y a toujours les guerres, qu'il y a toujours les meurtres de masse, etc. Donc oui, en fait, c'est ça, le thème de l'épisode. Tu vois, en parlant, ça me revient. Et merci du coup le roman sombre pour ton message, même si tu parlais pas de ça, tu parlais du droit de vie ou non des vies numériques, mais du coup ça m'a rappelé ce moment qui est quand même très important dans l'épisode. Parce que au final la fin est ambivalente sur est-ce que c'est une bonne fin ou une mauvaise fin en vrai. Mais oui, non, mais au final, oui, il est quand même important dans les thèmes qu'il aborde. Voilà, et donc généralement, moi, cette saison 7 de Black Mirror, je l'ai beaucoup aimé. Après, il est vrai, comme la saison précédente que j'avais beaucoup aimé aussi, mais tu vois, je vais pas me rappeler de tous les épisodes, clairement. Et c'est pareil, la saison précédente, là j'en ai 2 qui me reviennent, dont un qui m'avait vraiment bien marqué, qui était assez traumatisant. Mais c'est tout. Et celui-là, clairement, je sais que le premier épisode, je ne l'oublierai pas. Les autres, je suis pas certain de m'en souvenir. Est-ce que ça en fait une mauvaise saison? Est-ce que ça en fait des mauvais épisodes? Pas du tout. C'est juste que je pense que ce qui me parle le plus dans l'ADN Black Mirror, c'est des épisodes marquants, qui te font vraiment... qui te mettent vraiment une claque, et qui sont vraiment le reflet d'un problème qu'on a dans notre société, et dans les déboires de la technologie, etc. Voilà, mais sinon, bah, évidemment, si vous kiffez Black Mirror, ou même... si vous n'avez jamais regardé Black Mirror mais que vous kiffez tout ce qui va être série d'anthologie, fantastique, anticipation, satire dans le style de Twilight Zone, donc de la 4ème dimension, foncez, hein, franchement c'est très très bon. Voilà,